Bonjour, bonjour à tous. Nous voici de retour pour cette troisième séance de présentation de Dettes, 5000 ans d'histoire. Nous allons aborder aujourd'hui la vaste période du Moyen Âge et prendre un peu d'avance sur les temps modernes. Mais commençons par évoquer les points importants qu'on a vus la semaine dernière. Et notamment, on va se rappeler la dégradation de la situation des femmes, l'anéantissement de leur liberté par le régime pourtant paradoxalement protecteur du patriarcat. L'importance de la mise en esclavage de millions d'êtres humains au cours de la période de l'âge axial. Donc l'âge axial, à peu près moins 600 à plus 500 de notre ère. L'extraordinaire paradoxe d'une période infiniment violente avec cette logique monnaie-esclavage-guerre, mais combinée à un foisonnement intellectuel remarquable. Socrate, Bouddha, Confucius ont tous vécu à la même époque et ont lancé réellement un foisonnement d'idées chacun dans leur région. Et la naissance d'une morale religieuse qui, certes, avec un vocabulaire commercial, s'oppose néanmoins au cynisme du matérialisme qui prétend que tout est motivé par la recherche de la richesse et du pouvoir. Alors, le Moyen Âge, donc, de 600 à 1450 de notre ère. Les monnaies appartiennent aux richesses artificielles qui n'améliorent pas directement la nature humaine, disait saint Thomas d'Aquin. Notre vision d'un Moyen Âge moyenâgeux et superstitieux s'améliore, mais reste souvent centrée sur l'Europe. En réalité, pour tous les habitants du monde connu, cette époque a dû apparaître comme une amélioration extraordinaire après les terreurs de l'âge axial. Car, sous l'influence des mouvements religieux, les guerres deviennent moins fréquentes, moins brutales, et l'esclavage tend à disparaître. Et partout aussi, ces mouvements accèdent à une forme d'autorité, réglementent de plus en plus la vie économique et s'attaquent à la désagrégation sociale créée par la dette, souvent en interdisant le crédit prédateur. Alors, le Moyen Âge débute en Inde. À la fin des derniers grands royaumes, les pièces en circulation se raréfient. Soldats et fonctionnaires sont de plus en plus payés par l'octroi d'une parcelle, et non plus en monnaie. Et le déclin des villes est spectaculaire. Les armées se sont désagrégées, mais les codes juridiques hindouistes résistent, portant une attention particulière aux opérations de crédit, prêt, garantie et intérêt. Fondés par des moines mendiants errants, les monastères prospèrent en établissements magnifiques qui abritent un trésor dit inépuisable grâce au principe des dotations perpétuelles. Alors, dotation perpétuelle, au lieu de contribuer par de petites sommes régulières, les fidèles qui le peuvent dotent le monastère d'une somme conséquente que celui-ci prête en son propre nom. Quand les intérêts perçus suffisent aux besoins habituels, le monastère ne touche plus au capital. Les prêts consentis allaient à des particuliers, à des commerçants, artisans et même à des assemblées de village. Tout monarque désirant relancer la circulation de pièces de monnaie devait s'opposer au monastère qui avait attiré et fondu l'essentiel des legs d'or ou d'argent en statues, en autels, en objets de culte et dorures. Harsha, roi du Cachemire, fit démanteler 4000 monastères pour y récupérer or et argent. Profanation,
il fut assassiné en 1101. Les métaux précieux sont donc restés sacralisés dans les temples. L'affaiblissement du pouvoir des princes a probablement permis aux brahmanes de remodeler la société sur le principe strictement hiérarchique des castes. Ils ont réaffirmé la conception védique de la dette à l'égard des dieux, des sages et des ancêtres, et se sont proclamés représentants de toute l'humanité devant les forces cosmiques. Et seuls lettrés, ils ont interdit l'accès de l'étude aux classes inférieures sous peine de sanctions corporelles invalidantes. Les brahmanes ont également promu les concepts de karma, de réincarnation et de non-violence, ahimsa, tout en s'alliant à la caste des guerriers pour, objectif crucial, tenir éloignés les agents collecteurs du roi. L'autosuffisance des villages indiens traditionnels et l'absence de monnaie métallique feront souvent l'étonnement des visiteurs étrangers. Les intouchables se sont pliés à leurs conditions. Mais d'une part, les exactions des nouvelles autorités n'avaient rien de commun avec celles des régimes antérieurs, et d'autre part, le nombre incalculable de prêts consentis au taux de 60% l'an pour les intouchables, 15% pour les brahmanes, et exigible jusqu'aux petits-enfants, les obligeait à payer constamment des intérêts en vertu d'un contrat signé librement. La dette a donc pu jouer un rôle important, quoique, pour l'Inde, le terme soit probablement impropre, puisque l'usage de ce mot dette invite à penser qu'une égalité adviendra après le remboursement. Or, le système des castes s'est constitué en ordre hiérarchique en vertu de la coutume et du précédent, bien plus stable manifestement que les processus d'endettement qui conduisent à la révolte. La Chine. En Chine, l'alliance de l'État et du confucianisme fut un vrai succès. À la fin de la dynastie Han, vers plus de 120, la population urbaine se disperse et les pièces de monnaie disparaissent. Cependant, les aristocrates lettrés confucéens maintiennent un réseau de bureaux régionaux minutieusement organisés, régulant et surveillant l'économie. Le marché intérieur est assez vaste pour se dispenser du commerce extérieur. Les dirigeants peuvent donc transformer n'importe quoi en monnaie et exiger le paiement des impôts sous cette forme. L'État chinois a besoin de prélever sur les campagnes des ressources suffisantes pour les besoins des villes et de l'armée chargée de surveiller les frontières, mais sans provoquer au sein d'une population sensible une de ces rébellions fatales à plus d'une dynastie. Pour préserver cet équilibre subtil, le pouvoir doit lutter en permanence contre l'usurier, le fléau traditionnel de la paysannerie. La réglementation confucéenne favorise le profit qui rémunère le travail des négociants, mais réprime la spéculation. Un système, en somme, favorable au marché, opposé au capitalisme. Inacceptable pour nos théoriciens du libre marché, qui prétendent que capitalisme et marché ne font qu'un, et que les marchés émergent naturellement et s'autorégulent d'eux-mêmes. Mais non pour Fernand Braudel, qui oppose marché et capitalisme. Le marché permet d'échanger un produit, exemple du bétail, en passant par la monnaie, contre un autre produit, exemple du blé. Marchandise, argent, marchandise, M-A-M. Le capitalisme dévoie la formule. Il utilise la monnaie pour en obtenir plus encore. A
A. Argent, marchandise, plus d'argent. En Chine, État de marché anticapitaliste, les Confucéens considéraient les commerçants aspirants capitalistes comme des êtres cupides et immoraux, mais qui peuvent servir l'intérêt public s'ils sont surveillés. Et ils estimaient de même les soldats peu recommandables, attirés par la violence, mais indispensables pour défendre les frontières. Le bouddhisme a également joué un rôle économique important. Accompagnant les marchands sur les routes caravanières, il s'enracine dans la population chinoise après l'effondrement de la dynastie Han. Au cours des siècles suivants, par ferveur religieuse, des milliers de jeunes ruraux renoncent à leurs fermes, leurs échoppes, leurs familles, pour devenir moines ou nonnes bouddhistes. Des marchands et de grands propriétaires vouent tous leurs biens à la propagation du dharma. Et au milieu du Ve siècle, des dizaines de moines et dévots s'immolèrent par le feu. Quel est le sens précis de ces suicides? Bonne question. Mépris du corps, refus de tous les attachements matériels reconnus illusoires. Les vers suivants y voient la forme ultime de la charité. Donner ce dont il est difficile de se séparer est la meilleure des offrandes. Laissons ce corps impur et pécheur se transformer en diamant. Le concept de charité pure est né, image inversée de l'égoïsme, dans les religions de l'âge axial. Dans les périodes lointaines, l'idée qu'un acte soit purement égoïste ou purement altruiste était probablement incongrue. Un don effectué dans l'oubli total de soi ne pouvait qu'être aussi absolument antisocial. Et cette tension est perceptible dans la vie économique de la Chine médiévale. Fidèle à ses origines marchandes, le bouddhisme emploie le langage du commerce. On achète du bonheur et on vend ses péchés. Pour certaines écoles, tout bien temporel est acquis au prix de la souffrance d'autres êtres vivants. Et de vie en vie, bien, nous accumulons donc des dettes morales insolvables inscrites dans l'éternité. D'autres écoles insistent sur les dettes dues aux parents. Selon un auteur, au cours de ses 3 premières années, le nourrisson tète exactement 1636 litres de lait maternel. Ce chiffre est devenu canonique, symbole d'une dette infinie. Alors un jour, les dieux Kartikeya et Ganesha se querellent. Chacun prétend être en droit de se marier le premier. Leur mère, la déesse Parvati, leur propose un concours. Celui qui fera le plus vite le tour de l'univers se mariera en premier. Kartikeya enfourne un paon géant et s'élance vers les limites du cosmos. Et Ganesha marche en cercle autour de sa mère et lui déclare « Pour moi, tu es tout l'univers ». Le bouddhisme invite à se libérer de tous les attachements humains et matériels, puisqu'ils sont les causes de la souffrance, afin d'atteindre le grand vide. Pour les adeptes du grand véhicule, la libération est collective. La libération de chacun dépend de celle de tous les autres. Dans l'intervalle, faire un acte de charité ou d'autosacrifice, des dons réguliers au trésor inépuisable du monastère, permet d'atténuer la tension et d'acheter du mérite sur le chemin de l'éveil. Les dons étaient prêtés et produisaient des intérêts spécifiquement destinés à la promotion de l'éducation, du rituel monastique
ou, en période difficile, à des dons caritatifs. Grâce à cette pratique intermédiaire entre charité et affaires, les paysans ont pu éviter les usuriers, ce qui a renforcé leur attachement au monastère. Et ceux-ci ont fini par gérer collectivement, comme dans une forme de communisme pragmatique, des exploitations agricoles commerciales et aussi industrielles où travaillaient des milliers de travailleurs. Un communisme qui évolua rapidement vers un capitalisme mobilisé par la recherche continuelle d'investissements rentables. Car, selon la doctrine du grand véhicule, le dharma devait croître jusqu'à englober toute l'humanité pour qu'advienne l'authentique libération universelle. Comme en Inde, les temples amassent un gigantesque capital financier fondu en statues colossales de Bouddha, cloches ou autres objets. Au sein de la société rurale, le prix des métaux s'envole, les pièces de monnaie disparaissent, les marchés locaux se bloquent, et les ruraux qui n'étaient pas devenus moines sont de plus en plus dépendants du monastère. Les autorités confucéennes recourent à des pièces de bronze de faible valeur pour maintenir une monnaie en circulation. Surtout, après avoir bien accueilli les premiers moines bouddhistes, elles se décident à une politique répressive ciblée contre les monastères. En 511, 574, 713, 845, 955, des décrets ordonnent leur démantèlement, obligent les moines à se défroquer et libèrent les autres. Les métaux précieux sont réquisitionnés pour émettre de nouvelles pièces. Mais la vente à crédit demeurait le quotidien pour nombre de boutiquiers et commerçants qui tenaient les comptes à l'aide de bâtons de bambou fendus, similaires aux bâtons de taille anglais, une moitié pour le créancier, l'autre pour le débiteur. Les premières reconnaissances de dettes sur papier étaient aussi partagées en deux moitiés pour chacune des parties. Celle détenue par le créancier a commencé à circuler, à passer de main en main. Les autorités, par méfiance naturelle à l'égard des marchands, voulurent d'abord s'y opposer, et puis, très pragmatiquement, créer un service pour les émettre elles-mêmes et les contrôler. Dès 1023, l'invention de la presse d'imprimerie en Chine permet à la dynastie Song, 960-1279, de produire des millions de billets sur un territoire vaste et bien administré. Ces nombreuses agences bancaires gardaient en sûreté pièces et lingots autorisaient les déposants à faire usage de leurs reçus ainsi que des bons de l'État sur le sel et le thé comme de billets monnaie. Et transmis aux Mongols, le système a fonctionné jusqu'au XVIIe siècle. L'expérience du papier-monnaie en Chine est souvent présentée comme un échec. Cependant, les historiens reconnaissent cette période comme la plus dynamique de l'histoire de l'économie chinoise, qui permit de maintenir longtemps le meilleur niveau de vie du monde. L'islam. Pendant l'essentiel du Moyen Âge, le monde musulman fut le centre nerveux de l'économie mondiale et la source d'importantes innovations financières. La philosophie islamique médiévale résonne des controverses entre aristotéliciens de Bagdad, néo-pythagoriciens de Bassora ou néo-platoniciens persans cherchant à concilier tradition religieuse et philosophie grecque.
Ils se répondent dans une ambiance de capitalisme marchand, de religion missionnaire, de rationalisme scientifique, de célébration poétique et de fascination pour la sagesse mystique venue d'Orient. Après la mort de Mahomet en 632, les chefs militaires arabes créent le califat et, en quelques dizaines d'années, dominent des territoires immenses. Les populations soumises mettent, eux, les populations soumises mettent beaucoup plus de temps à se convertir. Et même ensuite, elles continuent à voir les Arabes au pouvoir comme des militaires nécessaires pour défendre la foi, mais réellement éloignés de la société. Les oulémas créent librement différentes écoles juridiques, hissant l'étude du droit au niveau d'une science. Ils furent les principaux agents de la conversion à l'islam, tout en se tenant à distance du pouvoir, en accord avec la maxime du livre de la science d'Al-Ghazali. Les meilleurs princes sont ceux qui rendent visite aux religieux. Les pires religieux sont ceux qui rendent visite aux princes. Le calife convoque Nasreddin. Nasreddin, tu es un mystique, un philosophe à la pensée originale. J'ai une question intéressante. Qu'est-ce que la valeur? Quelle est la valeur d'une personne? Et pourrais-tu estimer ma valeur? Je dirais 200 dinars. Quoi? Mais c'est ce que valent mes vêtements. Et je sais, mais j'en ai tenu compte. Cette distance fut déterminante. Le califat et ses successeurs ont adopté certaines des anciennes pratiques de l'âge axial. Armée de métiers, guerre de conquête, capture d'esclaves, butin redistribué aux soldats et aux fonctionnaires sous la forme des mêmes pièces de monnaie qui étaient exigées pour les impôts. Pendant l'expansion, l'énorme quantité d'or et d'argent pillés a permis d'aligner la valeur nominale des pièces de monnaie sur leur valeur de métal. Mais ce processus monnaie, esclavage, guerre n'a pas eu le même impact sur la vie de la population. Le nombre d'esclaves provenant de la conquête était important, mais contrairement à l'époque précédente, assez peu étaient envoyés travailler dans les fermes ou les ateliers. Le nombre d'esclaves oisifs et visibles auprès des dignitaires était pour ceux-ci directement lié à la mise en représentation de leur puissance. Et puis, de plus en plus, les esclaves furent enrôlés. De fait, les armées des califes abbassides de 750 à 1258, puis celles des dynasties suivantes, moghols compris, étaient principalement composées d'esclaves très bien entraînés, comme les Mamelouks. Fournir des armes aux esclaves peut passer pour l'idée d'un fou. Système contre-intuitif, mais logique. L'enrôlement d'esclaves, par définition coupé de la société, était la conséquence de l'écart persistant entre la société musulmane médiévale et ses gouvernants arabes. Et de plus, les religieux dissuadaient les fidèles de s'engager, puisqu'ils risquaient de tuer d'autres croyants au combat. À l'époque des grandes civilisations urbaines du Moyen-Orient, l'ensemble de la population était maintenue dans la précarité par l'alliance de fait des marchands et des dirigeants. Mais Mahomet fut commerçant. Pour l'islam, dès l'origine, la recherche honnête du profit était morale et compatible avec la foi. Véritable conversion, les commerçants acceptaient de nouveaux principes. Et l'esclavage pour dette ou par enlèvement
La vente des enfants ou de soi-même furent proscrits pour immoralité. Seul l'asservissement des prisonniers vaincus à la guerre resta légitime. Les juristes interdirent l'usure, définie comme tout accord prévoyant le versement d'intérêts. Ils acceptèrent la rémunération des services et quelques dispositions en faveur de la banque, mais insuffisantes pour que celle-ci devint une activité lucrative. Tout commerçant d'importance dut ajouter à ses affaires une activité de crédit. Ni le commerce, ni le développement d'instruments de crédit complexes n'en pâtirent. Au contraire, vers l'an 1000, au bazar de Bassora, un négociant gardait en dépôt la globalité de sa fortune et payait par reconnaissance de dette, appelée sac, chèque, ou rouk'a, billet encaissable à sa banque. De nombreuses lettres de crédit, reposant donc sur la confiance et la réputation, ont traversé l'océan Indien et le Sahara. Mais non reconnues par l'État pour payer les impôts, elles ne se sont pas transformées en papier-monnaie. Puisque le prêt à intérêt était proscrit, eh bien, on sollicitait des partenaires pour un projet et au terme de l'entreprise, tous se répartissaient les profits ou les pertes. Même les contrats de travail reposaient couramment sur le partage des gains. La confiance, liée à la réputation, assimilable elle-même à une forme de capital, était indispensable et permettait de réaliser des projets sans avoir recours à l'autorité de l'État pour contraindre le signataire d'un contrat. À propos d'un système semblable en Algérie, Bourdieu eut cette formule: il est tout à fait possible de transformer l'honneur en argent, mais pratiquement impossible de convertir l'argent en honneur. Ces réseaux de confiance ont favorisé la diffusion de l'islam sur les routes caravanières et au-delà, à travers l'océan Indien. Malacca, clé de la route des épices en Malaisie, comptait des quartiers swahili, arabes, égyptiens, éthiopiens, arméniens, indiens et chinois. Les transactions y étaient naturellement scellées par une poignée de main et un coup d'œil vers le ciel. La société islamique respecte la figure du marchand, homme d'honneur vivant des aventures lointaines sans nuire à personne, à l'opposé du guerrier. Sinbad le marin, le héros populaire des Mille et une nuits, n'a pas d'équivalent en Occident. Affranchi du fléau de la dette et de l'esclavage, le bazar local était devenu pour la plupart des gens un terrain de la liberté humaine, qu'il fallait protéger des intrusions de l'État. Et toute intervention de sa part dans l'activité commerciale, à travers la politique fiscale ou en fixant les prix, était dénoncée comme sacrilège. Car selon le prophète lui-même, sur un marché libre, les prix dépendent de la volonté de Dieu. Cela évoque la divine providence, la main invisible selon Adam Smith, qui emprunta directement à Al-Ghazali et à Toussi, auteurs persans des XIe et XIIe siècles, plusieurs exemples comme on n'a jamais vu un chien faire échange d'un os avec un autre chien. Mais alors que la division du travail découle pour Smith de notre penchant naturel à faire des échanges, Toussi voit en elle une manifestation du principe de l'entraide. Les marchés, pour les penseurs musulmans, sont initialement une affaire de coopération où la concurrence joue le second rôle. Al-Ghazali commente ainsi l'origine de la monnaie. Il est impossible de comparer entre eux
des biens sans proportionnalité directe. Par exemple, du safran et un chameau. La solution consiste à les comparer tous deux à une troisième chose qui n'a pas de qualité du tout. Pour cette raison, Dieu a créé les dinars et les dirhams. Ce sont des symboles qui permettent de connaître la valeur et la hiérarchisation des biens. Mais en eux-mêmes, ils sont inutiles. Plus précisément, ils sont comme les prépositions dans une phrase, des mots, selon les grammairiens, qui sont utilisés pour donner du sens aux autres mots, mais ne peuvent le faire que parce qu'eux-mêmes n'en ont aucun. Il s'ensuit que prêter de l'argent dans l'attente d'intérêt est illégitime, puisque cela signifie utiliser la monnaie comme une fin en soi. Guidés par l'islam, les commerçants ont fait du marché un phénomène opérant au niveau mondial, librement, selon leurs propres lois internes. Mais, en tant que système non créé par l'État, ni garanti par la force, il n'a pas été retenu comme modèle par ceux qui, plus tard, lui ont certes emprunté quelques idées, mais placé au cœur de leur théorie l'intérêt personnel et la rivalité pour le profit matériel. La chrétienté. L'Europe est entrée tardivement dans le Moyen Âge. Sous domination romaine, les ressources des campagnes sont canalisées vers les villes. Ainsi, en Gaule, un réseau de voies relie les plantations rurales, propriétés de notables esclavagistes, aux cités. Après la chute de Rome, l'armée romaine se disloque. Les domaines agricoles sont démantelés. La population des villes regagne les campagnes. L'alphabétisation décline terriblement. Et ici aussi, les pièces disparaissent. L'économie alors serait revenue au troc. Ce dernier point du résumé est erroné. Abondance de pièces en circulation ne rime pas avec activité commerciale. Et absence de pièces ne signifie pas absence de monnaie. Les codes barbares du haut Moyen Âge montrent que tout le monde a continué à se servir de l'échelle de monnaie romaine jusqu'à ce que le système carolingien purement conceptuel de livres, sous et deniers prenne la relève pour tenir les comptes jusqu'au XVIIe siècle. La vie s'est réorganisée autour d'églises et de modes féodales. Les seigneurs locaux établirent des redevances sur les paysans pour leurs besoins, ceux de leurs soldats et des religieux. Mais ces prélèvements n'avaient rien de commun avec ceux exigés auparavant par des villes entières. Certes, la vie d'un serf médiéval n'était pas enviable, mais elle n'était pas comparable avec celle de l'esclave qui l'avait précédé. Les hôtels des monnaies, peu à peu, ont recommencé à émettre des pièces, mais dont la quantité et la qualité du métal contenu variaient constamment. Les rois, selon qu'ils voulaient réduire leurs dettes ou augmenter les impôts, décrétaient une réévaluation ou une dévaluation de leur monnaie par rapport au système carolingien. Mais, pour la plupart des besoins quotidiens, on se passait totalement de pièces. Les églises concentrent de plus en plus l'or et l'argent réels, et les clercs réglementent de plus en plus la vie économique. Depuis longtemps déjà, les pères de l'Église avaient condamné l'usure, contraire à l'enseignement de Jésus et à la charité chrétienne. Pour saint Ambroise, à Milan, tu pourras pratiquer l'usure envers l'étranger, mais pas envers ton frère, afin qu'Éternel ton Dieu te bénisse. Ce verset, du Deutéronome 23, verset 21,
signifie que l'usure est comparable à une guerre, mais sans épée, permise contre l'ennemi, l'étranger. Cet avis, appelé l'exception de saint Ambroise, sera repris 8 siècles plus tard. Saint Basile à Césarée prêche contre la propriété. Le communisme des apôtres est pour lui le seul modèle convenable d'une société vraiment chrétienne. L'Église conserve le droit de propriété, mais adresse aux riches, dans une argumentation commerciale, un sermon sur la charité. Quand vous donnez aux pauvres au nom du Seigneur, vous faites à la fois un don et un prêt. Un don, et parce que vous n'espérez pas le recouvrer. Un prêt, parce que celui qui fait l'aumône aux pauvres prête à Dieu qui lui rendra beaucoup. Un don charitable ici-bas sera remboursé au ciel avec un intérêt inconcevable sur terre. Mais la charité n'élimine pas la hiérarchie. Le riche ne doit rien aux pauvres, pas plus que Dieu qui octroie sa grâce sans obligation n'est tenu de sauver l'âme de quiconque nourrit un mendiant. L'Église, quand la féodalité s'est imposée dans l'Occident chrétien, n'a pas émis grande objection, ni même interdit formellement l'esclavage. Comme le chrétien à la loi divine, le serf se soumet à la loi du Seigneur. Après l'interdiction de l'usure, beaucoup dans l'Église voient une contradiction dans le terme « marchand honnête » et souhaitent que le profit commercial soit rangé avec l'usure parmi les moyens de combattre l'étranger sans épée. Ces questions prennent un tour catastrophique en 1140, quand le droit canon revient sur l'exception Saint-Ambroise. Les princes chrétiens ont pris l'habitude d'exploiter à leur profit la place particulière des Juifs dans la société. Ils leur interdisent l'accès aux corporations de marchands et d'artisans, mais les encouragent à pratiquer l'usure avant de les taxer. En 1210, Jean Santerre nomme un actuaire l'échiquier des Juifs pour enregistrer les prêts consentis par les Juifs afin de mieux les imposer. De temps à autre, les rois jouent la carte populiste et infligent aux Juifs des humiliations spectaculaires, ou même encouragent au pogrom les populations convaincues que les Juifs font la guerre au Christ par l'usure. Les massacres de Norwich en 1144, de Blois en 1171 furent particulièrement horribles. Et là où les communautés faisaient rayonner la culture juive, il ne resta bientôt plus que des groupes terrorisés et captifs. À partir de 1190, les Juifs furent peu à peu remplacés par des usuriers chrétiens, les Cahorsins, puis les Lombards, dénommés nos Juifs par les seigneurs. La présence d'usuriers établis dans les campagnes au XIIe siècle révèle la croissance de l'agriculture et de l'artisanat, et l'existence de paysans propriétaires de biens qu'ils étaient libres de gager. Dans les universités fraîchement fondées, les clercs disputent. Mais l'usure est un péché mortel. Elle aboutit au vol des biens d'autrui. Elle incarne le péché de paresse, à l'instar des Confucéens. Et ils découvrent des arguments chez Aristote, El-Ghazali et Avicenne. Traiter la monnaie comme un but en soi contredit sa finalité réelle. Facturer un intérêt n'est pas naturel, car il assimile du métal à un être vivant capable d'engendrer et de porter des fruits. Seul le travail peut donc justifier le profit d'un commerçant. Franciscains et dominicains, au XIIIe siècle, débattent encore de la légitimité du commerce
et de la propriété privée. Dans de nombreuses langues européennes, les mots troquer, échanger dérivent de termes signifiant truquer, arnaquer ou tromper. Les chrétiens n'ont jamais complètement surmonté leurs doutes à propos du commerce. Pour trancher, l'Église reprend dans le droit romain l'idée de propriété privée absolue et tire du verbe latin intersum, intéresser à l'infinitif, être entre, dans l'intervalle, la notion d'intérêt. Indemnité, pour remplacer le profit que le prêteur aurait fait dans l'intervalle en employant lui-même cette somme. Mais en aucune façon un loyer sur les fonds prêtés, à ça non. Dans une Europe de baronnies, principautés, villes libres et terres d'église, les alliances ou la guerre redessinaient constamment frontières et juridictions. Un capitalisme marchand se développe réellement lorsque les négociants parviennent à s'établir politiquement dans les principautés du nord de l'Italie, Venise, Florence, Gênes, Milan, et puis dans les villes de la Ligue hanséatique. Les banquiers, finalement, réussissent à s'y emparer de tout le pouvoir, et ils se dotent d'un système judiciaire sur mesure, et surtout de leur propre armée. Comparativement au monde musulman, le lien entre la finance, le commerce et la violence paraît évident. Les Templiers, perçus comme les pionniers de la banque moderne, ont adopté les techniques financières musulmanes. Grâce à eux, un seigneur croisé pouvait gager ses biens en France et recevoir une lettre de change payable à Jérusalem. Mais il a manqué aux Templiers, victimes en 1307 de Philippe le Bel, une base d'appui puissante. À l'opposé, Venise s'est constituée dès le XIe siècle un empire marchand en s'emparant d'îles comme la Crète ou Chypre pour y exploiter la canne à sucre, cultivée par des esclaves dans des plantations, modèle imité plus tard dans le Nouveau Monde. Gênes invente l'expédition militaire par souscription. Des entrepreneurs proposent à des financiers d'investir dans l'aventure. Ils arment des galères, mettent le cap sur la mer Noire, y font razzia d'esclaves qu'ils cèdent en Égypte aux Mamelouks contre des noix de muscade, des soieries et autres marchandises que, très honnêtes commerçants sur les mêmes galères, renommés navires marchands, ils négocieront sur les marchés de Flandre, de Champagne ou d'ailleurs. Le mot aventure prit son sens actuel avec la figure, magnifiée par Chrétien de Troyes, du chevalier errant en quête du Graal. Pour autant, aucun personnage n'a jamais existé pour incarner cet idéal. En réalité, ces chevaliers, cadets ou bâtards de la petite noblesse ne pouvant hériter, se regroupaient en bandes armées de malfrats, terreur des marchands. Et pour contrôler ceux qui n'étaient pas en croisade au XIIe siècle, tournois et joutes se sont développés lors des grandes foires médiévales dont ils ont accru l'attractivité. Sous l'influence des institutions religieuses, le niveau de violence globale décline, moins toutefois qu'en terre d'islam ou en Chine, ainsi que l'esclavage. Et le rythme de l'évolution technologique s'accélère. Le niveau d'activité économique de l'Europe occidentale rejoint enfin celui atteint depuis longtemps par d'autres régions du monde. Et les hommes et leurs idées circulent autant que les épices et les soirées. Dans les grandes universités d'Oxford, Paris et Bologne,
raison et savoir occupent la pensée médiévale. Nous ne pouvons connaître Dieu que par la raison. Or, la raison elle-même participe de Dieu. La même préoccupation se perçoit à propos de la nature de la monnaie. De même que les mots du langage relèvent d'une convention qui facilite la compréhension, la monnaie, disait Aristote, est symbolon, organisée par la loi pour faciliter les échanges. Don de Dieu, selon l'exégèse d'El-Ghazali. Ces remarques, communes au XIIIe siècle, revenaient surtout à dire que la monnaie était ce que le monarque voulait qu'elle fût, souvent avec l'aval des autorités religieuses, et un décret suffisait pour en changer la valeur. Pour le dictionnaire Bailly, symbolon, au sens primitif, est un objet coupé en deux, dont deux hôtes transmettent à leur descendance chacun une moitié, preuve de leur relation d'hospitalité. Symbolon désigne ensuite le jeton de présence des citoyens aux diverses assemblées ou le ticket d'entrée au théâtre. Sa matière importe peu. Pour Aristote, seul compte qu'on puisse le couper en deux. Avant de prendre son sens actuel de symbole, le mot symbolon revêtit d'autres significations. Les religions à mystère de l'Antiquité désignaient ainsi un signe concret qui, perçu par les sens, ne pouvait être compris qu'en référence à une réalité cachée extérieure au champ de l'expérience sensorielle. Le pseudo-Denis l'Aréopagite aborde une des grandes questions du VIe siècle. Comment est-il possible aux humains d'avoir une connaissance de Dieu dont la nature est absolument étrangère à notre univers matériel? Mission impossible, répond-il. Si Dieu, dans sa toute-puissance, n'avait décidé de se révéler à nos esprits à travers une infinie variété de formes matérielles. Mais gardons-nous de croire, en voyant les images d'anges lumineux ou de chars célestes, que le ciel ressemble à cela. Il nous est impossible d'imaginer le ciel à travers ces symboles-là, qui ne sont pas Dieu, puisque Dieu échappe à tout ce qui est matériel. Et bien qu'il soit dans un autre sens, don de Dieu. Le mot fu, en chinois, a pratiquement la même signification, mais diverge du symbolon sur un point crucial. Pour les mystiques chrétiens, les symbolas permettent uniquement d'accéder à une certaine compréhension de Dieu. Pour les mages chinois, les fus ajoutent un moyen d'obtenir des accords avec les divinités. Dans le taoïsme médiéval, le document papier, produit lorsqu'un moine était ordonné, était partagé et l'adepte en gardait une moitié. Ces fus, talismans, étaient couverts de diagrammes, sorte d'écriture céleste que seuls les dieux pouvaient comprendre et par laquelle ils s'engageaient à assister le porteur. Leur contemplation permettait à l'esprit d'atteindre au stade ultime un certain savoir sur le monde invisible. Le symbole yin-yang suggère aisément l'accord des deux moitiés. Avec un symbolon partagé, nul besoin de témoin. Si les deux moitiés s'emboîtent, chacun reconnaît l'accord conclu. Ces accords, au départ, d'hospitalité réciproque, puis commerciaux, ont alors servi à créer systématiquement ou presque l'inégalité. Un accord particulier entre deux égaux pour dire qu'ils ne seront plus égaux jusqu'au moment où ils redeviendront égaux. En Europe et en Inde, sociétés d'ordre et de caste,
la hiérarchie s'impose dans les relations. Or, les dettes, dans un système hiérarchique, sont une menace, puisqu'elles supposent le retour à une égalité naturelle. En Chine confucéenne, l'État intervient contre la concentration de capital dans les monastères bouddhistes. Il surveille également les marchands dans un objectif d'harmonie des marchés pour prévenir les fièvres populaires. En islam, les théologiens soutiennent que Dieu recrée l'univers à chaque instant et les fluctuations du marché sont une manifestation de sa volonté. Curieusement, l'exécration confucéenne du marchand et sa célébration en terre d'islam auront abouti au même résultat. Des sociétés prospères au marché florissant. Pourtant, aucune des grandes banques commerciales ou firmes industrielles qui deviendront les premiers fleurons du capitalisme moderne ne sont nées dans ces régions. En islam, au Xe siècle, si certains marchands possèdent des millions de dinars et cherchent des opportunités rentables, honneur et crédit alors sont néanmoins indissociables et seul le travail et le risque justifient le profit. Les monastères bouddhistes, dans leur période d'expansion en Chine, représentent l'option opposée. Les trésors deviennent inépuisables parce que, en prêtant à intérêt sans jamais engager le capital, ils garantissent de facto des investissements sans risque. Le monastère bouddhiste offre des ressemblances avec une compagnie ou corporation en anglais. Le droit les regarde comme des personnes, mais éternelles, à l'abri des vicissitudes humaines. Innocent IV introduisit le concept de persona ficta dans le droit canon en 1250, offrant statut et capacité aux compagnies pour agir en justice, détenir des terres, posséder leurs propres sceaux et établir des règles pour ceux qui les rejoignaient comme membres. À propos de l'ordre cistercien, fondé en 1098, qui possédait terres, moulins et forges et s'engageait dans des affaires financières et commerciales complexes, certains ont parlé de capitalisme monastique. Des négociants désireux de s'assurer des monopoles de droit ou de fait et d'esquiver les risques ordinaires du commerce se sont organisés sur ce modèle, ouvrant la voie au capitalisme au sens actuel du terme. La Compagnie des marchands aventuriers de Londres reçut sa charte en 1407. Sa mainmise sur le commerce lainier vers les foires de Flandre lui permit de garantir des revenus à des souscripteurs les plus âgés en finançant des prêts consentis à de jeunes négociants. Et bientôt, ce genre de compagnie s'engagera outre-mer dans des aventures armées. L'âge des grands empires capitalistes, 1450-1971. 5 pesos pour cette chemise. Entendu? Bien. Et puisque tu peux pas me payer maintenant, je rajoute 5 pesos. Et comme tu es déjà mon débiteur, nous disons 5 pesos supplémentaires. Et étant donné que tu pourras jamais me payer une telle somme, je te marque encore 5 pesos. Voyons, et ça fait donc 20 pesos, tu es bien d'accord? Oui, patron. Ce livre de Bruno Traven, La Charrette, décrit la réalité des péons otages de leur patron tant qu'ils lui devaient un seul centavo.
De 1347 à 1352, la peste ravage l'Europe. L'économie s'affaisse, des villes font faillite, cessant de rembourser leurs emprunts. 1453, après la chute de Constantinople, l'Empire ottoman menace l'Europe. La guerre dévaste les campagnes. Les jacqueries sont réprimées. 1450 marque une prise de distance avec les systèmes de crédit et un retour à l'or et à l'argent. Alors qu'ils avaient en partie été neutralisés au Moyen Âge, tous les composants du complexe monnaie-esclavage-guerre de l'âge axial refont surface. Mais ils vont s'agencer différemment. Les salaires augmentent vers la fin du XVe. Une embellie réelle s'annonce. Mais au XVIe, partout en Europe, les salaires réels chutent d'environ 40%. On explique que devant l'afflux d'or et d'argent venant des Amériques, leurs cours se seraient effondrés, provoquant une inflation massive des prix des marchandises. En réalité, l'abondance de métaux précieux fut relative. L'essentiel est arrivé en Asie. Quand les Ming prennent le pouvoir en 1368, ils abandonnent le papier-monnaie, reviennent à la monnaie métal, encouragent la croissance des marchés, mais se heurtent, début 16e, à l'épuisement de leurs mines d'argent. Heureuse coïncidence, l'or des Amériques ouvre grande à l'Europe les portes vers les épices, la soie et l'acier asiatiques, et répond aux besoins monétaires chinois. Certains galions chargés d'or se mettent à traverser directement le Pacifique, ramenant au retour nombre de produits chinois vers les villes nouvelles d'Amérique latine, inaugurant ainsi le début d'une économie mondiale. L'Europe, il est vrai, émet plus de thalers, de ducats et de doublons, mais partout quand même sévit une pénurie de pièces de monnaie. Banquiers et gros négociants sont les vrais responsables de l'inflation. Ils ont profité de leur mainmise sur l'or des Amériques pour changer les règles du jeu. 1. La monnaie est obligatoirement d'or ou d'argent. 2. Il faut détruire les systèmes populaires de crédit fondés sur la confiance qui permettent de se passer de monnaie métallique. Et 3. On réserve uniquement les instruments de crédit à l'usage des élites. Malgré les résistances, les nouvelles règles finiront par s'imposer. L'extraction de l'or et de l'argent dans les mines américaines a commencé dès la chute de l'Empire aztèque en 1521. Les conditions d'exploitation de la population indigène ont causé autant de dégâts que les maladies introduites par les Européens. Les conquistadors étaient peu scrupuleux et d'une effrayante cupidité. Néanmoins, ils étaient catholiques et accompagnés de missionnaires. Vers 1540, le franciscain Fray Toribio de Motolinia place en tête des 10 plaies du Mexique, devant la Petite Vérole, le nombre inimaginable de morts dans les mines. Il en fut de même au Pérou. Comme tous les aventuriers avant eux, Cortés et ses lieutenants étaient tellement endettés qu'en débarquant, ils s'approprièrent l'essentiel des trésors aztèques. Pour payer les soldes promis au départ d'Espagne et leurs nouvelles dettes, ils étaient contraints de pousser toujours plus loin la conquista, laissant quelques subalternes organiser l'exploitation des provinces. En 1526, Cortés se trouve au Honduras quand ses créanciers saisissent ses biens. Les banquiers génois et vénitiens qui ont financé ces expéditions obéissaient à un objectif de 5% de croissance annuelle du capital. Ce contrat,
qui lie l'audacieux entrepreneur au banquier prudent et organisé autour de son objectif, se trouve au cœur du capitalisme moderne. Les conquistadors endettés ne se sentaient ni libres ni maîtres du jeu. Quand, en 1551, après la controverse de Valladolid, l'Église interdit les rafles d'Indiens, les colons appliquent une astuce qui a fait ses preuves. Décréter des impôts, prêter à intérêt à ceux qui ne peuvent pas payer, puis exiger le remboursement par le travail forcé. Charles Quint tenta de protéger les Indiens évangélisés, mais lui-même, très endetté auprès des banques de Florence, Gênes et Naples, et son fils Philippe II d'Espagne, qui tenta le défaut de paiement vers 1570, durent céder devant l'unité de leurs créanciers. L'or provenant des Amériques arrivait à Séville et repartait pour Gênes avant d'être expédié vers l'Orient. Pendant ce transfert, il était l'objet de subtiles manipulations. La valeur des lingots est prêtée à l'empereur pour financer ses guerres. En garantie, celui-ci signe des certificats, les juros, qui ouvrent droit à un intérêt sous forme de rente annuelle, lesquels sont en pratique échangés, négociés. Grâce à de tels procédés, les banquiers démultiplient la valeur réelle de l'or et de l'argent qu'ils détiennent. Vers 1570, les foires de Séville ont fabriqué tant de rouros qu'ils se répandent dans toute l'Europe. Le soupçon grandit sur la capacité de l'État de rembourser, au point qu'ils subirent une décote, finalement responsable de l'inflation et de la chute des salaires. C'est ce processus qui réduisit dans les villes nombre de travailleurs indépendants au statut de serviteurs et jeta les paysans par milliers dans l'errance. Débiteurs ou vagabonds furent expédiés dans les colonies ou enrôlés dans les armées et les flottes coloniales. Pendant l'Ajaxiale, la monnaie restait un instrument politique au service des États. L'effondrement des empires entraînait tout le système avec eux. Mais avec les nouvelles règles, la logique monétaire devient autonome, oblige les pouvoirs politiques et militaires à s'organiser autour d'elle. Dès 1524, Martin Luther et Zwingli se résignent. Nul n'est capable de vivre selon les préceptes de Jésus. Aussi Dieu nous a-t-il donné une loi humaine inférieure que les autorités civiles sont chargées de faire respecter. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Romains 13, verset 7. En 1650, la majorité des églises protestantes valide qu'il est juste que le débiteur indemnise le créancier à la hauteur de la somme que celui-ci aurait pu gagner s'il avait employé son argent lui-même dans l'intervalle, et conclut qu'un intérêt de 5% est licite. La doctrine catholique s'alignera par accord tacite. Toute somme dorénavant devient un capital dont la nature est de croître. Avec le capitalisme moderne, cette vision a pris le caractère de la normalité. Les compagnies anglaises et hollandaises des Indes orientales, premières grandes sociétés par action, furent conçues sur cet impératif, excluant toute considération morale. Et il reste latent que le commerce, comme la guerre, est un moyen de lutte contre l'ennemi. Crédit et culpabilité.
Celui qui a perdu son crédit n'existe plus dans ce monde, disait George Herbert. À l'époque de Luther, le travail des paysans s'appuie sur une pratique de coopération quotidienne entre voisins. Sans nier les disputes, un socle d'entraide existe dans les communautés rurales. Des coopérations ponctuelles ont aussi fonctionné entre aristocrates ou entre banquiers, quand ils étaient globalement menacés. À Lustlake, petit bourg du Devon, au XVIe et XVIIe siècle, peu de pièces circulent entre paysans, artisans et simples boutiquiers. Les seuls à devoir payer comptant sont les voyageurs de passage ou les paniers percés en qui les voisins n'ont plus confiance. Comment l'essor du capitalisme a-t-il pu y détruire les systèmes populaires de crédit fondés sur la confiance qui permettaient de se passer de monnaie métallique? Nouvelle règle numéro 2. Vu d'un bourg, tant qu'il respectait l'équilibre et les moyens d'existence d'honnêtes familles, les marchés pouvaient paraître s'accorder avec le principe de confiance. Même la légalisation du prêt à intérêt n'a pas remué les consciences. Paraissait acceptable à chacun qu'une veuve sans autre revenu prête à intérêt. La confiance ou le crédit repose sur l'honnêteté, l'intégrité, la sociabilité, la générosité et sur la chasteté des épouses et des filles. Mais davantage que sur les revenus. Termes financiers et moraux sont indistincts. Pour le peuple, les dettes quotidiennes s'annulent les unes les autres dans les relations de voisinage. On réserve la monnaie métal pour payer loyer, dîmes ou taxes. Les aristocrates et les négociants y recourent pour payer les lettres de change tirées sur les marchés de Londres. L'or et l'argent sont surtout utilisés par l'État pour payer les soldats et les armes, et par les criminels. La notion de dette est alors une composante intime des relations humaines. Payer ses dettes a le même sens que la pietas, le devoir pour les Romains. Et le remets-nous nos dettes du Notre Père n'est pas questionné. Charles Davenant, négociant à Londres, parle encore le langage de la sociabilité. Il prétendait qu'un écroulement général de la confiance ne pouvait pas durer, puisque le crédit, finalement, était une extension de la société humaine. Mais dirigeants et négociants ont commencé à penser au contraire que la monnaie métal, nouvelle règle numéro 1, devait remplacer le crédit suspect et donc condamnable. En 1651, avec son Léviathan, Thomas Hobbes nie l'existence de la solidarité humaine. Il affirme que la plupart des décisions importantes sont prises par calcul rationnel de notre avantage matériel et sont donc parfaitement prévisibles. Il fit scandale, mais 100 ans plus tard, Helvétius renchérit. Si le monde physique est soumis aux règles du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. Et toute la société cultivée n'y vit plus que simple bon sens. Hobbes, Helvétius et compagnie, dans leur théorie générale des motivations humaines, relèguent au niveau des accessoires toute la complexité des passions et des émotions de notre quotidien. Leur position est fondamentale pour la théorie économique, mais ses racines sont religieuses. Le terme « amour de soi », opposé par saint Augustin à l'amour de Dieu, gêne François Guichardin, chroniqueur ami de Machiavel. Vers 1510, il lui substitue « intérêt personnel ». Le mot « intérêt » signifiait jusque-là accroissement proportionnel dans le langage mathématique.
Il prend avec Guichardin le sens d'un désir insatiable, celui que l'argent ne cesse jamais de croître. Les désirs infinis des hommes dans un monde fini, annonçait Augustin, conduisent à une rivalité sans fin. Le seul espoir, préconise Hobbes, est que les hommes comprennent que leur compétition illimitée génère une violence finalement contre-productive à leur intérêt personnel. La raison enseigne qu'il leur est préférable d'abandonner certaines de leurs libertés à la vigilance stricte de l'État pour préserver la paix sociale. L'histoire des origines du capitalisme va de pair avec la destruction graduelle des communautés traditionnelles. Mais surtout, elle est l'histoire de la conversion d'une économie du crédit en économie de l'intérêt, accompagnée par l'intrusion du pouvoir impersonnel et souvent violent de l'État. Margaret Sharples fut accusée d'un vol de tissu dans la boutique de Richard Bennett à Chelsea. Elle l'avait emporté pour s'en faire un jupon, après accord sur le prix de 22 shillings avec l'employée présente. Elle versa 4 shillings et 9 pence et laissa en gage un panier contenant des provisions avec l'intention de le payer rapidement. Richard Bennett lui fit rendre le panier et les provisions, déposa plainte pour vol. Margaret fut pendue en 1660. Heureusement, les boutiquiers qui souhaitaient voir pendre leurs clients étaient rares, et les gens évitaient habituellement autant que possible les autorités, sauf pour conserver une trace publique des rares accords importants. Après la légalisation de l'intérêt, les créanciers ont exigé plus souvent des garanties juridiques. Aussi des litiges naissaient, l'idée d'un procès permettait généralement de trouver un arrangement. Néanmoins, la peur de la prison pour dette, ou pire, s'est insidieusement développée et la dette, de plus en plus assimilée à une faute, s'est criminalisée. Dans les bourgs où chacun se connaissait et pouvait être à tour de rôle prêteur et emprunteur, des tensions existaient aussi naturellement. Certains ont compris qu'avec un peu de manipulation, on pouvait envoyer en prison, voire à la potence, celui qu'on n'aimait pas. Qui connaît les véritables griefs de Richard Bennett contre Margaret Sharples? Les effets sur les relations communautaires ont dû être dévastateurs. Le crédit, l'ardoise, ont acquis mauvaise réputation. Payer comptant est devenu norme morale. Chez l'épicier, sortir son argent, saluer poliment et partir, est devenu une habitude qui dispense du relationnel. Une norme agréée par Adam Smith. C'est la fin de cette troisième lecture. Merci.